Bonjour et bienvenue dans cet atelier consacré à Entity Framework et aux outils de mappage de base de données. Je suis Denis Voituron, je suis architecte, logiciel principal auprès de la société Onirix. C'est une société qui est de consultance belge, spécialisée en développement applicatif, tant dans le domaine .NET qu'en Java, en termes de langage notamment. Et je suis également le fondateur du podcast DevApps, qui est dédié à l'architecture et aux technologies Microsoft. Et vous pouvez nous retrouver, parce que je fais ça avec des amis, chaque mois sur devaps.ms, et vous aurez ainsi la joie de nous entendre avec en général un invité. Mais le sujet du jour aujourd'hui, c'est donc consacré à Entity Framework et de voir est-ce que c'est le bon outil, est-ce qu'il y a d'autres outils de mappage de base de données qui existent, et si oui, quels sont les avantages et inconvénients de chacun. Déjà, la première chose, c'est souvent, la question qu'on me pose quand on démarre un nouveau projet, c'est faut-il utiliser Entity Framework? Alors, généralement, ma réponse part plutôt vers le non. Maintenant, les vrais développeurs sont souvent contre moi, vont souvent me dire que je fais des erreurs. Les administrateurs de base de données, par contre, eux, vont m'acclamer en général, parce que pour eux, c'est nettement mieux d'écrire des requêtes SQL. Mais il y a entre les deux évidemment beaucoup de nuances de savoir est-ce qu'on part sur l'un ou l'autre choix en termes technologiques. Mais parlons brièvement de ce qui pourrait entrer dans ces différents choix. Alors d'abord, sachez qu'il n'y a pas une seule bonne réponse pour développer. Chaque situation, chaque projet, souvent chaque équipe va être unique. Si le code était aussi normatif qu'on pourrait le laisser entendre, évidemment nous n'aurions pas besoin de développeurs, on pourrait simplement demander à une intelligence artificielle d'écrire le code pour nous. C'est évidemment pas toujours le cas, et donc heureusement encore pour nous, les développeurs vont pouvoir intervenir. Mais donc quels sont les critères d'utilisation d'Entity Framework, enfin du moins quels sont les critères que moi j'utilise en général vis-à-vis des clients? Premier critère, c'est souvent par rapport à l'utilisation. La facilité ou la complexité d'utilisation d'un outil, d'un toolkit, ça va évidemment dépendre de l'environnement, de l'équipe qui va utiliser cet environnement de travail, donc dans ce cas-ci par exemple d'utiliser Entity Framework. Deuxième critère souvent que je mets en avant, c'est est-ce que l'équipe sait comment diagnostiquer des problèmes lorsque Entity Framework par exemple aura un problème, lorsque votre application de mappage objet aura des problèmes, ou de manière générale lorsque votre logiciel aura des problèmes. Quelle est la simplicité, la facilité, et est-ce que votre équipe maîtrise les différents outils pour pouvoir analyser ces différents problèmes dans votre couche logicielle? Troisième point que je mets souvent en avant, c'est est-ce que votre équipe sait facilement diagnostiquer les requêtes d'Entity Framework, notamment pour déterminer les problèmes éventuels de performance et les corriger en cas de problème éventuel. On estime souvent que par rapport à Entity Framework, il y a à peu près 10% des requêtes qu'on va devoir écrire en SQL, et donc 90% du reste des autres requêtes vont pouvoir être utilisées directement avec Entity Framework parce qu'elles sont suffisamment simples pour pouvoir être directement appliquées de cette manière. Par contre, dans les 10% qui restent, là on va devoir passer par le langage SQL qui est quand même au niveau gestion de base de données relationnelle ce qu'il y a de plus efficace et de plus performant. Quatrième point qu'on va souvent, et que je vais souvent moi essayer de mettre en avant, essayer de déterminer, c'est est-ce que l'équipe va pouvoir comprendre suffisamment comment et quel est le code généré par Entity Framework. Comment ce framework, Entity Framework, va pouvoir nous injecter du code, va pouvoir exécuter ce code, et est-ce qu'on va avoir les équipes suffisamment à même de pouvoir maîtriser un petit peu cette manière de générer, d'analyser ce code généré, pour pouvoir intervenir encore une fois, ou pouvoir l'adapter lorsque le code va évoluer au fur et à mesure du temps. Et dernier critère, c'est souvent plus un critère de sécurité, c'est est-ce que votre équipe dans ce cadre-là sait également comment faire pour protéger ses identifiants d'accès, la notion de cryptage éventuelle, ou stocker ces informations d'identifiant sur la machine, sur le serveur. Lorsqu'on parle d'application web, c'est souvent beaucoup plus facile parce que là tout est centralisé sur le serveur. Si on parle d'application desktop, d'application cliente, il peut exister différentes manières de pouvoir accéder à cet espace. Alors Entity Framework, vous le connaissez probablement, sa simplicité de création de requêtes, où on n'a plus besoin entre guillemets de maîtriser le langage SQL. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à d'autres types de toolkits, notamment un des plus fréquemment utilisés à l'heure actuelle lorsqu'on n'utilise pas Entity Framework, c'est Dapper au niveau .NET, qui donne un ensemble de méthodes d'extension basées sur l'interface IDB Connections, ce qui lui donne une grande ouverture. Donc Dapper, c'est quoi?
c'est ce qu'on appelle un ORM, c'est-à-dire un Object Relational Mapping pour la plateforme Microsoft.NET. Donc il fournit des outils qui vont permettre de convertir facilement des bases de données relationnelles, des données, des structures de table, en modèles orientés objets, ce qu'on va évidemment utiliser majoritairement en C# ou en .NET. Donc son but principal, ça va être de soulager le développeur d'une partie importante des tâches de programmation, liées notamment à la persistance des données relationnelles. Et de plus, Dapper, c'est un logiciel libre, développé par les équipes de Stack Overflow. Stack Overflow, c'est un des sites les plus utilisés lorsqu'on travaille dans le monde du développement. C'est le fameux site internet sur lequel on retrouve des millions d'utilisateurs chaque jour qui se connectent, des millions d'internautes. Et donc évidemment, ils avaient besoin d'avoir des outils très performants. Et entre autres, on retrouve notamment, il y en a d'autres, mais entre autres critères importants de Dapper, c'est d'abord sa rapidité, ses performances. On est très très proche de l'exécution même d'une requête SQL. On a très peu de manipulation de données lorsqu'on récupère l'information de la DB. Et évidemment, l'objectif, c'est de réduire les lignes de code. Donc on voit ici un petit exemple. On a, en termes de simplicité d'utilisation, on ne peut pas faire plus simple. On a 4 méthodes, qui sont donc des méthodes d'extension de SQL Connection ou Oracle Connection. Une méthode query, qui permet, comme on le voit sur l'exemple ici, de récupérer des données et demander directement de récupérer le contenu d'une table, par exemple invoice, de récupérer ce contenu pour venir le placer dans un objet .NET qui s'appelle par exemple également ici invoice. Et lui-même va faire le mapping. Toutes les colonnes qui se trouvent dans cette table vont être mappées vers des propriétés qui se trouvent dans la classe invoice, qui se retrouvent donc dans votre code. Donc on a query pour faire ça très simplement. On a query first qui va faire exactement la même chose mais me renvoyer la première ligne. On a souvent le cas où on a des besoins de récupérer qu'une seule première donnée. On aura execute ou execute scalar qui là vont exécuter par exemple des méthodes de insert, update, delete où il n'y a pas réellement de résultat. Et execute scalar va permettre de renvoyer le contenu de la première colonne, première donnée. Donc, enfin select count par exemple, on va pouvoir récupérer le nombre d'éléments directement dans une variable de type int dans notre code. Donc ça c'est l'intérêt de Dapper. Alors c'est très joli, très facile à voir ici. Maintenant, si je le mets en correspondance et si on reprend les critères d'utilisation que je vous ai montrés et sur lesquels je me base souvent pour voir un peu est-ce qu'on part sur Entity Framework ou pas par rapport à la connaissance souvent de ce que maîtrise l'équipe, si on prend le premier critère en termes de simplification d'utilisation, Dapper évidemment est très simple puisqu'il n'y a en gros que 4 méthodes à maîtriser. C'est donc du coup beaucoup plus simple que d'utiliser un Entity Framework par exemple. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir maîtriser le langage SQL, mais je pense que même Entity Framework, ça n'empêche pas d'utiliser et de maîtriser ce langage SQL également. Et vraiment, on l'a vu que dans 90% des cas où on a besoin de créer des requêtes très simples, en langage SQL, c'est évidemment aussi simple de pouvoir les mettre en place. Faire des selects de colonnes ou des selects avec des jointures, c'est pas très compliqué en langage SQL non plus. Donc en termes d'utilisation, Dapper est à peu près équivalent aussi par rapport à Entity Framework, voire mieux. En termes de problèmes, donc savoir est-ce qu'on peut diagnostiquer facilement des problèmes, il n'y a aucun code généré avec Dapper. Et donc ça donne forcément du coup une simplicité lorsqu'on veut débugger et trouver des problèmes. Il y a très facilement moyen de trouver est-ce que le problème intervient soit dans le code .NET, problème de mapping par exemple, soit si le problème intervient au niveau de la requête SQL, et il suffit de l'exécuter à ce moment-là dans un outil SQL Management Studio par exemple pour pouvoir l'exécuter et obtenir des résultats en termes de performance ou en termes de validité de données. Donc c'est assez simple également. En termes de performance, il n'y a pas mieux. On est vraiment très proche par rapport aux performances d'SQL. Et c'est là où on va intervenir. Souvent quand on a des applications où la base de données va grandir au fur et à mesure du temps, on va pouvoir vraiment affiner et en SQL faire une jointure d'une table 1 sur une table 2 ou une jointure de la 2 sur la 1, inverser l'ordre, va avoir une influence sur des grandes tables, ce qui va être évidemment un impact important lorsqu'on fait nos développements, et là où Dapper va pouvoir nous aider, ce qui est complètement ou presque impossible à pouvoir maîtriser de manière simple, en tout cas avec Entity Framework. Quatrième critère dont j'avais parlé, c'était le code généré. Il n'y a pas besoin d'analyser de code généré puisqu'il n'y en a pas avec Dapper, on ne fait que exécuter des requêtes et du code qu'on va nous-mêmes écrire et qui va donc pouvoir nous simplifier la vie. Et en termes de sécurité, là il n'y a aucune différence par rapport à Entity Framework, les credentials ou les valeurs pour se connecter, login, mot de passe, vont devoir être positionnées exactement de la même manière, dans un fichier de configuration crypté sur un serveur, dans des classes avec des coffres forts éventuellement de credentials si on travaille sur des environnements desktop ou sur des environnements cloud par exemple.
Je vais donc maintenant vous parler d'un autre outil similaire à Dapper. Il y a un des éléments dans Dapper, moi, qui me dérange principalement, c'est le fait, si je reviens ici, c'est que ce sont des méthodes d'extension liées. Voilà, ce sont des méthodes d'extension liées à DB Connection. C'est-à-dire qu'on met dans les mains du développeur un SQL Connection, donc la connexion à la base de données. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve un peu embêtant, où le développeur a la possibilité lui-même, par exemple, de fermer la connexion, voire d'en cloner une nouvelle, et donc d'influencer le canal de communication. C'est la raison pour laquelle nous, on utilise beaucoup plus souvent un autre projet, un autre toolkit qui s'appelle Database Commons, qui est gratuitement et librement téléchargeable sur l'adresse apps72.com/dbcmd. On trouve là toute la documentation, c'est également un package NuGet. Il est aussi simple que Dapper à utiliser, c'est-à-dire qu'on a non pas des méthodes d'extension, mais un objet simplement à instancier. Donc on fait un new database commons, on lui spécifie à ce moment-là la connexion, mais ça permet de centraliser dans un objet factory par exemple, ou un data service, la création de cet objet database commons. Et ensuite on a une propriété common text pour spécifier la requête SQL, et 4 méthodes, comme Dapper, execute scalar, execute row, execute table et execute non-query, qui nous permettent d'exécuter la requête SQL et d'obtenir ou pas, scalar, row, table ou non-query, d'obtenir ou pas un résultat directement de la base de données. En termes de performance, on se retrouve avec des projets similaires. On a un peu plus de fonctionnalités dans Database Commons, notamment la gestion des logs est intégrée, on va le voir tout de suite. La gestion des objets avec construction, destruction de l'objet est également gérée. Et donc on se retrouve avec des performances qui sont légèrement supérieures à Dapper, notamment par exemple de 2%. On parle de microsecondes, on est à 80 microsecondes pour Dapper pour faire un execute scalar, et on passe à 81 microsecondes par exemple. On est à peu près une 30-36% d'augmentation de performance si on fait vraiment de la récupération de données, de tables, encore une fois parce qu'on a toute une série de processus existants en plus. Mais on est loin devant par rapport à Entity Framework, même la version Core qui a été quand même largement améliorée par rapport à la version .NET classique. On est là à des plus de 200 et 300% d'augmentation de performance si on part sur de l'Entity Framework Core, parce qu'il y a toute la machinerie derrière à devoir mettre en place de conversion de requêtes SQL, d'exécution de requêtes et puis de mapping de données en termes de résultats. Mais le mieux, c'est peut-être de passer à une petite démo. Je vais vous montrer comment fonctionne un outil de mapping tel que celui-là, tel que Database Commons, et vous allez voir que c'est extrêmement simple à maîtriser. Il n'y a en gros que la requête SQL à écrire, qui sont souvent dans des langages assez simples à comprendre également. Voilà, mais dans l'exemple ici, je viens de créer une simple console qui est encore vierge pour le moment, dans laquelle on va d'abord venir rajouter les packages à Database Commons qui nous intéressent. Donc nous allons faire une recherche sur app72.dev.data, par exemple. On va rajouter un deuxième service qui est la connexion à system.data.sql client. Première chose, ça va être de créer une connexion, on va l'appeler con, une variable con, égale new SQL connection, point virgule, database égale Scott. Donc on va se connecter sur cette base de données, on va ouvrir cette connexion. À la fin, on va ne pas oublier de fermer cette connexion. Une fois qu'on a fait ceci, on a juste besoin d'accéder à notre objet Database Commons. Donc je lui rajoute cette connexion. Et cette connexion, cette commande, je vais simplement lui demander d'aller rechercher des données. Par exemple, select asterisk from ma fameuse table d'employés que je suis en train de prendre ici. Et cette commande, je vais demander de l'exécuter en faisant un execute. Dans ce cas-ci, par exemple, execute table. Et je voudrais récupérer l'ensemble de ces données dans un objet C# que je dois créer. La liste de mes colonnes EMPNO, ENAME, Job, MGR, qui correspondent exactement à mes colonnes de ma table, et j'ai simplement besoin maintenant de l'exécuter. Ensuite, je peux simplement venir faire un for each pour boucler sur tous ces éléments qui se trouvent dans cette liste des employés, pour venir simplement les afficher à l'écran. L'avantage de Database Commons par rapport à d'autres toolkits, c'est qu'on a à notre disposition beaucoup de méthodes, donc notamment les execute, scalar, table, qui vont me renvoyer directement par exemple le nombre d'éléments. Si je veux tracer pour voir réellement quelles sont les requêtes qui passent, je peux faire un log. C'est une action dans laquelle je peux simplement lui dire tu me maps ça sur un console.writeLine. J'ai plein d'autres petites options que je vous laisserai découvrir sur la documentation, notamment la possibilité d'obtenir le résultat en requête formatée. Je peux l'obtenir soit en requête HTML,
directement affichable à l'intérieur d'un site si on va avoir plus d'informations et que ce soit plus joli, soit directement sous forme de texte dans lequel le paramètre a été remplacé. Voilà, donc ça clôt un petit peu le sujet par rapport à Entity Framework. Donc vous avez bien compris que moi je suis pas très fan d'utiliser Entity Framework, notamment et principalement en termes des performances et l'aspect simplicité d'utilisation. Écrire une requête SQL, il y a quelques mots-clés, des cas simples. Quand c'est des cas plus compliqués, il faut de toute façon les écrire également en Entity Framework pour avoir des performances cohérentes. Donc je vous invite à découvrir Database Commons, vous faites une recherche sur le package NuGet et vous pouvez l'utiliser gratuitement, c'est également un projet open source. Merci beaucoup, à bientôt.